Bernard Lugan, nous nous retrouvons chez vous, de nouveau, avec pour plaisir. une troisième conversation. Très belle maison dans le Forêt. Nous en voyons quelques vues, beaux paysages. Et la pièce dans laquelle nous sommes porte témoignage de votre, comment peut-on dire, de vos pérégrinations en Afrique, à double détente, si je puis dire, parce qu'il y a chez vous d'abord l'érudit, nous allons y revenir, vous avez écrit beaucoup de livres, une histoire de l'Afrique qui, je crois, fait autorité, et bien d'autres ouvrages. Et puis, il y a un autre personnage qui est assez romanesque, plus romanesque qu'universitaire, un grand chasseur dandy. Vous avez rapporté d'Afrique beaucoup de choses. Nous sépare aujourd'hui une selle et des bottes qui sont une de vos paires de bottes que vous utilisiez dans la brousse ou dans la savane, je ne sais pas. Non, c'était en France quand je chassais à court, parce que c'est ma période de chasse à court et de cavalerie en France. C'est ma selle d'armes, une selle d'armes, c'est celle que j'utilisais du temps où je montais, du temps où j'avais des chevaux. Voilà, mais en Afrique, vous chassez à pied. À pied, oui. Il n'y a pas de chevaux à cause de la mouche tsetse. Oui, c'est ça. Et une moustache aussi qui souligne votre côté, je disais, romanesque, un peu dandy. Je vous acceptais. Oui. Dans la conversation qui précédait entre nous, nous vous comparions un peu à D'Annunzio. Il y a un peu un personnage chevaleresque comme ça. Oui, que vous aimez à cultiver, n'est-ce pas? Mais malheureusement, je n'ai pas pris Fiume. Non, mais de toute façon, mon cher ami, il y a beaucoup de choses à prendre. Il y a beaucoup de choses à prendre. On n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Puisque vous êtes un impérial, il faut reprendre nos conquêtes territoriales, absolument, cher ami. Mais absolument. Avec des gens comme vous, ça irait, mais il n'y en a pas beaucoup. Vous êtes rare. Alors, Bernard Lugan, parlons un peu de cet aspect universitaire tout de même. On vous a vu naître au Maroc, passer 14 années au Maroc et 14 autres, on peut dire, à peu près en France, où vous faites facilement le coup de poing. Là s'affirme l'aspect chevaleresque du personnage. Vous êtes membre de l'Action française, mais pas un militant dormant, un militant très très actif. Et puis, vous êtes attiré par l'Afrique, vous commencez à écrire sur l'Afrique. Vous vivez d'abord au Rwanda, mais avec de fréquents séjours en France, ne serait-ce que pour donner vos cours à Paris, pas à Paris, excusez-moi, à Lyon 3. Vous faites une thèse. Alors, c'est une thèse que je crois que vous l'avez commencée sur la Louisiane et finalement vous la finissez sur l'Afrique. Non, je fais deux thèses. À l'époque, il y avait le troisième cycle et le doctorat d'État. Je fais une thèse de troisième cycle sur le Rwanda précolonial. Et je fais ensuite un énorme doctorat d'État en 5 tomes, qui me prend 10 ans, sur les rapports ethniques dans le Rwanda précolonial. Comment chacune des ethnies a occupé le sol, a vécu en société, et comment du rapport contradictoire et à la fois solidaire de ces deux ethnies va naître le Rwanda. Donc je suis au cœur même de la problématique on verra surgir dramatiquement quelques décennies plus tard. Une thèse que je soutiens donc en 83 à Aix-en-Provence, et qui va me permettre de gravir les échelons universitaires. Voilà. Alors, ça ne s'est pas passé tout seul d'ailleurs, ces échelons universitaires. Ça ne s'est même pas passé entièrement. Il y a eu quelques déboires, et même il y a eu quelques procès que vous avez gagnés d'ailleurs. 17. J'ai gagné 17 procès. Racontez-nous ça, c'est intéressant. C'est à l'issue de ces pour procès. Pour mieux connaître l'université française. J'ai gagné des procès contre tout le monde, contre la presse, contre le Canard enchaîné, contre VSD, contre le Figaro, j'ai gagné contre tout le monde. Et l'université, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et à l'université également, en Conseil d'État, j'ai gagné. Et comme la France est un pays de droit, n'est-ce pas, les arrêts du Conseil d'État n'ont pas été respectés par le ministère des Universités.
Et même, j'ai réattaqué, il y a une commission d'appel, je crois, au Conseil d'État. On m'a donné une deuxième fois raison, mais on n'a rien mis en cause. J'ai des tonnes de documents. J'aurais peut-être le temps un jour de reprendre ça sous forme de roman, parce que c'est vraiment trop drôle. Donc, j'ai eu énormément d'adversaires à l'université. Mais ce qui ne m'a pas gêné d'ailleurs, parce que à la limite, le long fleuve tranquille, c'est pas tellement dans ma nature. Et donc ça a été assez mouvementé. Et ils ont absolument tout fait pour m'empêcher de monter en grade. Par exemple, avait été créé un poste de professeur d'histoire de l'Afrique à l'époque moderne et contemporaine. Et pour ne pas me nommer, ils ont nommé une spécialiste des jardins en Bourgogne au XVIIe siècle. Vous voyez, sur la chaire d'histoire africaine. Voilà, tout à fait. Non, c'est tout à fait intéressant. On est vraiment dans le cœur même de la, comment dirais-je, de la décadence universitaire française. Oui, qui va très loin, parce que ce qu'on met en cause, c'est votre matière, la manière de la traiter, qui est pourtant parfaitement universitaire. De vos ouvrages, d'ailleurs, en sont l'expression. Enfin, certains. Oui, alors le grand problème, voyez-vous, c'est que... On est très loin de la vérité, de la recherche de la vérité et de l'aspect scientifique que doit respecter l'université. Là. Tout est parti de la mise à la retraite des anciens de la France d'outre-mer, remarquable école, qui connaissaient parfaitement l'Afrique et qui étaient encore dans les diverses administrations. Et les derniers prennent leur retraite à l'époque de Giscard, à peu près. Et à partir de ce moment-là, l'africanisme français va être uniquement entre les mains d'une coterie. À partir des années Mitterrand, quoi. Même un peu avant. Même un peu avant. À partir de coteries qui sont des coteries du CNRS. Et la grande erreur, c'est que la recherche, comme en médecine, doit être à l'université. Parce que si vous faites de la recherche, c'est dans un bocal. Alors là, si vous voulez, c'est la marmite qui bout et les concepts qui tournent à vide sans contact avec le réel. Par exemple, mes bons amis du CNRS vont inventer cette merveilleuse doctrine dont l'actualité est vérifiée tous les jours, qui est que les ethnies africaines n'existent pas. Ou bien, quand elles existent, c'est qu'elles ont été créées par la colonisation. Bien entendu. Alors vous avez prouvé 10 fois le contraire. Oui, la perversité de la colonisation, parce qu'il y a à peu près entre 1800 et 2000 ethnies en Afrique. On a tout créé. Les colonisateurs sont allés véritablement. Ce qui est charmant avec vous, c'est que vous traversez tout de même des épreuves, parce que c'est difficile d'être en but avec ses pairs, toujours avec un regard amusé, en lissant vos moustaches d'aristocrate qui en a vu d'autres, et en s'amusant. Comme disait Cyrano, je fais sonner les vérités comme mes éperons. J'ai vu d'ailleurs de la main, chez vous, de la main de Rostand, la fameuse tirade. Je l'ai accrochée. Vous la montrez. Elle est devant le portrait la fameuse tirade du nez. Devant le portrait du maréchal Lyautey. Ça vous va très bien, la tirade du nez, d'ailleurs. Et Rostand vous va très bien, je veux dire. C'est tout à fait de votre personne. Ça, c'est la quintessence de la culture française. Oui, Rostand, c'est le summum. Je pense que c'est indépassable. Un petit côté Tatarin de Tarascon, mais enfin... Chez qui ? Rostand. Oui, mais pas vous, certes. Non, mais au point de vue qualité, au point de vue rime, au point de vue esprit, au point de vue culture, c'est merveilleux. Bon. Pour moi, c'est vraiment là. C'est tout ce que j'aime dans la France. Et alors, vous vous amusez beaucoup, je disais, parce qu'au fond, la vraie vie est ailleurs pour vous. Ah oui. Voilà. Il peut se passer ce qui se passe à Lyon 3 ou dans vos déboires universitaires. Malgré tout, vous êtes un des africanistes qui reste. Il n'y en a plus beaucoup, n'est-ce pas, Bernard Lugan? Vous êtes peut-être le dernier africaniste. Il y en a beaucoup, mais des pseudo-africanistes. Des gens qui font leur thèse sur, je dis toujours, la grève des dockers du port de Dakar en 1952. Ce n'est pas une thèse d'histoire africaine, parce que vous n'avez pas besoin d'aller en Afrique pour faire cela. Toutes les archives sont à Aix-en-Provence. Donc vous travaillez sur les archives à Aix-en-Provence. Et ces gens-là se disent africanistes. Qui a pu vivre sur place, sur la même zone terrain de recherche pendant 11 ans comme moi, explorer à fond tout le domaine de recherche sur le terrain, personne. C'est fini. Alors dans le temps, il y avait les anciens de la France d'outre-mer, mais cette génération est partie. Est-ce qu'elle existe toujours, l'Académie de la France d'outre-mer? J'ai connu le professeur Vallat, mais il a dû disparaître. Je cite son nom parce que c'est un des africanistes qui ont compté.
Oui, alors donc, ils m'ont bien sûr plusieurs fois demandé de me présenter, et j'ai refusé. Parce que je n'ai pas du tout envie de me faire blackbouler, parce que j'ai des ennemis qui vont me blackbouler. Alors je ne vais pas leur donner la satisfaction de me blackbouler. Ah bon, même à l'Académie de la France d'Outre-mer. Et puis, je voulais les pots de lapin et les honneurs de la République ne m'intéressent pas. Bon. Vous, c'est l'honneur, c'est pas les honneurs. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. Au Quai d'Orsay, il y a eu longtemps de bons africanistes. Oui, qui étaient les anciens de la FOM. Des anciens de la France Outre-mer. Oui, Kémy Baria, c'était pas la FOM, il y avait des Gabriel de Belsize, enfin il y a quelques... il y avait des remarquables, bien entendu. Est-ce qu'ils existent encore? Est-ce que le Quai d'Orsay a encore des africanistes? Non. J'ai été moi-même à la direction d'Afrique. Mais au Quai d'Orsay, j'ai cherché les africanistes. Il n'y en a pas. Vous avez ceux que j'appelle les danseurs à claquettes de Sciences Po, qui viennent faire leur petit rond de jambes et qui pensent qu'ils connaissent l'Afrique parce qu'ils ont fait un voyage d'études dans le Hilton de Kinshasa. Ou à l'hôtel Ivoire. Non, ce sont des gens qui ne connaissent pas l'Afrique. Des vrais connaisseurs de l'Afrique, vous en avez encore chez les anglo-saxons. Parce que les anglo-saxons... les Américains. Oui, mais chez les Britanniques aussi. Parce qu'ils ont gardé, si vous le voulez, ce que nous avons perdu en France, c'est-à-dire la possibilité d'aller travailler dans des universités sur place. Je vais vous expliquer comment l'africanisme français est mort. Ce sont les socialistes qui l'ont tué. Ils l'ont tué parce que dès qu'ils sont arrivés au pouvoir en 81, ils ont décidé de casser les 4 grandes universités que nous avions en Afrique. Il y avait Dakar, il y avait Abidjan, il y avait le Rwanda et il y avait Madagascar. Chacune de ces universités était adossée à une université française. Nous, au Rwanda, étions adossés à Bordeaux 3. Ce qui fait que nous étions, nous, jeunes assistants ou jeunes maîtres assistants, chapeautés par les patrons qui étaient à Bordeaux, à Paris ou à Aix-en-Provence. Et nous faisions nos mémoires, nos étudiants faisaient leurs mémoires, etc. Et tout était validé par des jurys qui venaient de France pour les derniers cursus. Les socialistes arrivent au pouvoir et ils disent c'est beaucoup trop élitiste. Donc ils détruisent ces universités et vous savez par quoi ils les remplacent? Par des écoles normales d'instituteurs. C'est-à-dire alors que nous tapions au sommet en formant des élites qui étaient formées en Afrique, ce qui évitait à ces étudiants de venir en France perdre leur temps dans les cités universitaires à se faire bourrer le crâne par nos profs gauchistes, nous les formions sur place. Et c'était des pôles d'excellence régionaux. Trop élitistes pour les socialistes, donc ils ont supprimé ça. Pendant ces années où vous viviez en Afrique, au Rwanda d'abord, un peu aussi, nous le verrons, en Afrique du Sud, dont j'aimerais que nous parlions d'ailleurs également, puis dans le Sahel, vous faites des allers-retours, au fond, vous êtes souvent dans l'avion pour Lyon ou Paris. Je suis 11 ans à poste au Rwanda fixe, 72-83. Oui, mais là, à ce moment-là, vous poursuivez vos publications. Mais là, je ne rentre pas en France. Et bon, ça se fait à distance. Je rentre en congé de temps en temps, mais je reste en poste au Rwanda. Ah là, vraiment, immersion. Ah, ben, complète. Immersion complète, je vivais au Rwanda, j'avais ma maison au Rwanda, je prenais mes congés sur zone, etc. Et vous alliez dans d'autres pays autour, apparemment? Oui, j'ai beaucoup chassé. Pour la chasse? Oui, j'ai beaucoup. Et l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, tout. Et pour mes recherches aussi, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la guerre de 14 en Afrique de l'Est, et j'ai fait tous les champs de bataille du général von Lettow-Vorbeck contre les Anglo-belges, et je les ai tous faits, et surtout j'étais à la recherche d'anciens Askaris, où j'ai retrouvé, à l'époque, mais ils sont tous morts maintenant, les pauvres, pas mal d'anciens Askaris allemands qui m'ont raconté pas mal d'histoires, qui m'ont appris d'ailleurs les vraies paroles en swahili du chant Haya Safari, avec lequel je m'attaille toujours un grand succès dans les messes militaires, quand je leur chante en swahili, les couplets du Haya Safari, ça fait toujours plaisir. Je ne peux pas vous demander une phrase. Je peux vous chanter. Tuna kwenda tuna shenda, tuna kwenda shenda, buona oberstisse kwenda, buona oberstisse kwenda. Voilà, je peux vous le chanter. Je défie quelques chercheurs honorables et honorés du CNRS d'en faire autant. Je chante beaucoup. Vous dites... Je chante beaucoup. J'ai participé à une chorale merveilleuse qui s'appelle le Chœur Montjoie Saint-Denis avec mes bons camarades du Chœur Montjoie Saint-Denis, et j'ai passé toute ma vie à chanter. Nous chantons. Je chante les chants traditionnels. Tout simplement parce que vous êtes un homme heureux. Ah oui. Vous êtes un homme heureux. Absolument. C'est extraordinaire. Vous parliez des chasses, et nous sommes dans une pièce. Je ne peux pas vous demander tous ces trophées si vous. Chacun a une histoire. Chacun a une histoire. Vous vous souvenez de chaque bête qui est ici
qui ne s'attendait pas à finir sur un mur d'une belle maison du Forêt, mais par exemple, je ne sais pas, chaque animal... est-ce que vous pouvez trouver un animal, vous expliquer comment vous l'avez chassé? Ah ben celui-ci, ce grand coudou, pendant plus de 10 ans. Je crois que c'est une longue traque, ça, non? Oui. Plus de 10 ans pour trouver ce grand coudou. J'en ai approché des dizaines, j'en ai approché des centaines, et je voulais un type particulier de grand coudou, et surtout avec une lumière particulière, car je ne tire jamais si le cadre esthétique ne me convient pas. Je ne tire pas. C'est-à-dire que vous pouvez par moments les tirer, mais je vous ne le pas. faites pas. Parce que, d'abord, je ne tire que les très beaux trophées. Je ne suis pas du tout un viandard. Il va m'arriver de faire des safaris sans tirer un coup de carabine. Sauf quand j'étais en Afrique de l'Est, tirer un animal pour nourrir mes porteurs, parce qu'il fallait bien les nourrir. Mais autrement, moi, je ne suis pas du tout un viandard. Je tire très peu, et je tire que des animaux que je sélectionne, de très beaux trophées. Et il faut que le cadre soit beau. L'animal ne mérite pas de mourir dans un cadre qui est laid. Donc, si par exemple il n'y a pas la lumière, je le gracie. Donc, j'ai une éthique de chasse qui est très particulière. Et quand vous la battez... C'est un des points très proche avec Dominique Vénère, car nous avions la même éthique de la chasse. Et quand vous l'avez tué, vous lui rendez hommage? Ah, toujours. On lui met une branche dans la bouche, on lui rend hommage, bien entendu. On lui rend hommage. Allez. Alors, on a un peu esquissé la question de la France en Afrique. Vous me parliez des procès, cher ami, oui. Mais on ne va pas les prendre les uns après les autres. C'est à l'occasion de mes procès que j'ai créé l'association pour le duel. Ah oui, il y a ça aussi. Oui, ça fait partie de votre côté... Au bout de 17 duels, de 17 procès, c'est inutile, parce que je gagne mes procès, mais les autres continuent. Donc la seule solution, c'est l'assassinat. Non, le duel n'est pas de l'assassinat. Quelques centimètres d'acier dans le gras du corps remet les esprits en place. Alors donc j'ai créé l'association pour le rétablissement du duel en matière de presse. Et qui était mon vice-président ? Vladimir Volkov. Grand sabreur, donc Vladimir Volkov. Alors nous avons eu des épisodes merveilleux, parce que imaginez un journal, un grand journal de gauche, par exemple, qui dit du mal de moi d'une manière désagréable, et qui reçoit la visite de Vladimir Volkov, qui dit « Je viens en tant que témoin du professeur Lugan pour demander à M. X de déclarer témoin également pour éventuellement un duel. » Alors, ce n'est pas parce que quelqu'un est provoqué en duel qu'il y aura duel. Ce sont les témoins qui décident s'il y a matière ou pas. Alors, les gens interloqués, vous imaginez la bien-pensance de gauche recevant Vladimir Volkov. Et je précise que Bernard Lugan étant l'offensé, il a le choix, et lui c'est à cheval et au sabre. Parce que moi je me bats à cheval et au sabre. Le duel au sabre, à cheval, vous savez ce que c'est? Oui, ça peut très mal finir. Vous avez vu le film Les Duellistes. Ça peut très mal finir. C'est comme ça, c'est pas... vous embrochez. Et alors évidemment, les gars partent en courant. Alors écoutez, si vous ne savez pas tenir le sabre, on peut se battre à la lance. Mais si vous n'êtes pas monté à cheval, on se battra à pied. Mais bon, mais l'essentiel, on va se battre. Alors j'ai provoqué comme ça un certain nombre de journalistes. J'aurais la charité de ne pas donner les noms. Ils sont tous dégonflés. Bien entendu. Tous dégonflés. Alors nous leur avons envoyé ce qu'on appelle des lettres de carence. Normalement, dans un monde bien élevé, chez les gentlemen, quand quelqu'un a reçu une lettre de carence, plus personne ne lui serre la main. Évidemment. Il a perdu tout honneur. Pas chez les primitifs de gauche, ou même de droite. J'ai provoqué un journaliste de droite qui était aussi lâche que les journalistes de gauche. Je me suis dit, c'est une profession de lâche, vous voyez. Voilà. Alors, bref. La France en Afrique. Oui, c'est important le duel. Oui, alors donc, j'ai donc perdu votre personnage j'ai donc perdu mon vice-président avec la mort de ce cher Vladimir. Et mon second vice-président, ça a été Dominique Vénère. Vous imaginez également, vous voyez Dominique Vénère avec son côté sévère, arrivant dans un journal en disant je suis témoin de Bernard Lugan, il partait en courant tout de suite. Là. Donc voilà, on s'est bien amusé. Alors, vous avez prononcé le mot de Dominique Vénère, ça part un peu dans tous les sens, mais enfin nous avons du temps parce que votre vie est tellement riche que je voudrais arriver à en aborder toutes les facettes, fût-ce du bout de la plume. Dominique Vénère, très importante rencontre pour vous. Ah ben, fondamentale. Alors, Dominique Vénère, nous nous connaissons depuis très longtemps,
Mais nous nous connaissons vraiment depuis peu de temps. Nous nous sommes connus au quartier latin dans les années 63-64, dans les bagarres du quartier latin. Nous n'étions pas du tout dans la même équipe, mais nous avons quand même fait quelques bagarres ensemble contre l'ennemi commun. Et Dominique Vénère avait une idée de moi qui n'était pas ce qui ma Weltanschauung profonde, n'est-ce pas? Et nous sommes véritablement rentrés en amitié un jour de chasse présidentielle à Chambord. Nous étions invités, lui et moi, et nous avons logé dans le même petit hôtel qui était en face de Chambord. Maintenant, c'est un palace magnifique. À l'époque, c'est un petit hôtel. Et nous avons, je crois, la nuit, découvert que nous avions un point commun, c'était les bons whisky. Et les bons whisky permettant de délier longue conversation. Nocturne. Nous n'avons pas dormi de la nuit, et le lendemain, nous avons chassé. Et là, nous avons rencontrés. Et là, nous avons rendu compte que nous partagions en commun ce qui ne se partage pas. Ouais. Très jolie formule. Très jolie formule. C'est l'amitié, en somme. Ah, c'était merveilleux. Moi, Dominique Vénère me manque, parce que le soir, régulièrement, presque un jour sur deux, à 6 heures du soir, nous appelions pour deviser par téléphone. Qu'est-ce qui vous a réuni? Qu'est-ce qui vous a réuni ensuite? Parce que vous êtes retrouvé à Radio Courtoisie. Radio Courtoisie, vous avez pris une grande importance. Moi, j'ai été patron d'émission pendant plus de 10 ans avec Philippe Conrad et Dominique Vénère. Et nous avons donc... ensuite, il y a eu le lancement de l'Association pour l'Histoire. Ensuite, il y a eu la Nouvelle Revue d'Histoire. Et puis, il y a eu... Et alors, il y a eu les derniers mois. N'en parlons pas. Les derniers jours et les dernières semaines, vous étiez dans la confidence de son geste magnifique que je tiens malgré tout à mentionner. Bien sûr. C'était ces affaires totalement, je serais pudique, ces affaires personnelles. Qui vous ont touché. N'en parlons pas. C'est une affaire. J'ai vu partir un géant. Noblement, un grand aristocrate. J'allais dire, il y a un côté aristocrate. Un samouraï. Tous ces personnages, Volkov, vous, on peut en citer d'autres. Citons Jean Raspail aussi, puisque j'ai eu un privilège dans l'existence d'être assez proche de personnages formidable. Jean Mabir, qui m'a fait écrire. Sans Jean Mabir, je n'aurais jamais écrit. C'est lui qui a commencé à me dire, il faut que tu écrives sur la guerre de 14. J'avais écrit Le Safari du Kaiser, Jean Mabir. Très proche de Jean Mabir. Ensuite, il y a eu Vladimir Volkov, bien entendu. Jean Raspail. L'immense Jean Raspail. Vous êtes un chef de l'État du Patagon. Dominique Vénère, une série de personnages qui m'ont vraiment marqué et que j'ai connus plus que d'une manière artificielle. Vous voyez, surtout Dominique Vénère et également Vladimir Volkov. Donc c'est une qualité d'âme très ancienne, d'être, de comportement, très ancienne, très française, on peut dire, qui, grâce à cette cohorte, hélas, vous n'êtes pas si nombreux, mais vous en êtes d'autant plus remarquables. Qui se rétrécit. Perdure encore, et j'espère qu'il y aura des successeurs dans cette espèce d'esprit aristocratique et romanesque. Je réutilise ce terme qui est peut-être celle de la France. Je vous remercie beaucoup, Bernard Lugan. Nous allons revenir dans notre prochaine conversation à l'Afrique, encore une fois, si vous le voulez bien. Merci beaucoup.